À 6h15, le 30 janvier 1944, le premier lieutenant Robert Hansen s'attacha dans le cockpit de son F-4U, un corsaire sur le terrain d'aviation de Pianorth. Observant 18 bombardiers torpilleurs Grumman TBF, Avenger se mettre en position pour la mission la plus dangereuse du théâtre du Pacifique. 23 ans, 21 victoires confirmées en 17 jours. Une semaine avant sa rotation prévue vers le pays. Le renseignement japonais avait dénombré 70 avions de chasse à Rabaul, la base forteresse qui abritait le port Simpson. Le calcul était simple, 8 corsaires des Marines escortant 18 bombardiers torpilleurs dans un nid de frelons défendu par 70 chasseurs ennemis. Le corps des Marines avait perdu 43 pilotes au-dessus de Rabaul depuis novembre. Les Japonais connaissaient chaque vecteur d'approche. Ils avaient des stations radars sur chaque sommet de colline. Des batteries anti-aériennes encerclaient le port. Hansen était arrivé dans le Pacifique Sud en juin 1943 avec l'escadron de chasse des Marines 214, l'escadron des brebis galeuses. Sa première victoire au combat eut lieu le 4 août. Un seul chasseur Kawasaki Ki 60 et un Tony au-dessus de la Vela. À la fin du mois d'août, il comptait 2 victoires confirmées. Puis vint le 1er novembre, la baie de l'impératrice Augusta. Hansen attaqua seul 6 bombardiers torpilleurs japonais pendant les débarquements de Bougainville, força 3 d'entre eux à larguer leurs bombes, avant qu'ils n'atteignent la plage, abattit les 3 autres. Le mitrailleur arrière d'un Nakajima B-5N de Kate le toucha avec une rafale qui déchiqueta son réservoir de carburant. Hansen posa le corsaire en flammes sur l'océan. 6 heures dans un canot de sauvetage en caoutchouc. L'USS Sigourney le récupéra après la tombée de la nuit. Il fut transféré à l'escadron de chasse des Marines 215 en octobre, les corsaires combattants. Début janvier 1944, son total s'élevait à 5 victoires confirmées. Puis quelque chose changea. Le 14 janvier, Port Simpson. Hansen fut séparé de son escadron lors d'une escorte de bombardiers à haute altitude. Il se retrouva seul au-dessus d'une formation de chasseurs japonais se préparant à fondre sur les bombardiers américains. Il plongea droit au milieu de leur formation. Il abattit 5 chasseurs Mitsubishi A6M0 en 12 minutes. Il atterrit avec 14 impacts de balles dans son corsaire et 3 gallons de carburant restants. Les autres pilotes commencèrent à l'appeler Bob le Boucher. Le 20 janvier, un 0 détruit. Le 22 janvier, 2 0 et un Tony. Le 24 janvier, 4 0 dans un autre engagement en solitaire quand il fut coupé de sa division au-dessus du port Simpson. Encore une fois, la citation de la médaille d'honneur décrirait plus tard comment il mena un combat solitaire et vaillant contre des intercepteurs hostiles, frappant avec une furie dévastatrice. Le 26 janvier, 3-0 de plus, 16 jours, 21 victoires confirmées. Le surnom se répandit dans chaque escadron du Pacifique Sud. Bob le Boucher Hansen, le fils né en Inde de missionnaires méthodistes, qui était devenu champion de lutte à Lucknow avant de rejoindre les Marines. Les autres pilotes l'observaient avec un mélange d'admiration et de malaise. Hansen volait avec une précision mathématique froide qui frôlait la témérité. Il n'évitait pas le combat, il le traquait. Quand des formations japonaises apparaissaient, les autres pilotes maintenaient la discipline de formation. Hansen rompait la formation et plongeait droit sur l'ennemi. Son commandant, le major Robert Owens, avait essayé de le clouer au sol 2 fois, lui avait dit qu'il en avait assez fait. Hansen devait être rapatrié aux États-Unis le 10 février, une semaine, et il serait sur un navire de transport, en route vers le pays. Mais le 30 janvier était différent. Le renseignement signalait un mouvement majeur de convois japonais près de Rabaul. Chaque bombardier disponible frapperait le port Simpson. Chaque chasseur disponible les escorterait. Si vous voulez voir comment la dernière chasse de Hansen au-dessus de Rabaul s'est terminée, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à partager davantage d'histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Revenons à Hansen. L'officier de briefing marqua la carte au crayon gras rouge. Approche par le sud-est. Les bombardiers arriveraient à 12 000 pieds. Les chasseurs maintiendraient une couverture haute à 15 000. Réponse ennemie attendue, massive. Hansen marcha vers son corsaire dans l'obscurité précédant l'aube.
Numéro de bureau 56039, le même appareil qu'il avait piloté durant le mois écoulé, le même chasseur à aile en double, V1-C, qu'il avait porté à travers 6 missions consécutives au-dessus de la cible la plus lourdement défendue du Pacifique. Le moteur démarra à la 3e pale. Ce son distinctif du Pratt & Whitney Air 2800, double wasp, 2000 chevaux, 671 km/h de vitesse maximale. À 6h48, Hansen roula en position. Le Corsair devant lui décolla, puis ce fut son tour. À 7h30, la formation franchit la côte nord de Bougainville, le port Simpson était à 145 km de vent. Hansen vérifia ses munitions. 6 mitrailleuses Browning de calibre 50, 400 cartouches par arme, 2400 cartouches au total. À la radio, le chef des bombardiers annonça le vecteur d'approche. Les pilotes de Corsair accusèrent de non-réception. D'Aced, Hansen passa sur la fréquence de l'escadron, et puis quelqu'un les repéra. 21 chasseurs japonais grimpant depuis Rabaul pour intercepter la frappe entrante. La formation japonaise montait à travers 9000 pieds, 21 chasseurs. Le renseignement avait identifié les types aux jumelles depuis les postes d'observation sur Bougainville. 17 Mitsubishi à 6M0. 4 chasseurs Nakajimaki, 44 Shoki, que les Américains appelaient Tojo. Le zéro avait régné sur les cieux du Pacifique pendant 2 ans, vitesse maximale 533 km/h, taux de montée 900 mètres par minute, rayon de virage si serré que les pilotes américains le qualifiaient de surnaturel, 2 canons de 20 mm et 2 mitrailleuses de 7,7 mm. Dans un combat tournoyant, le zéro pouvait surpasser en manœuvrabilité tout ce que les Américains pilotaient. Le Corsair avait 138 km/h d'avantage en vitesse en vol horizontal, un meilleur blindage, une puissance de feu supérieure. Mais le zéro pouvait virer à l'intérieur à chaque fois. La doctrine du corps des Marines était simple, ne jamais tourner avec un zéro, utiliser la vitesse et l'altitude, plonger, attaquer, remonter, ne jamais ralentir, ne jamais s'engager dans un combat tournoyant. Hansen avait violé cette doctrine 16 fois en 17 jours. Le chef des bombardiers signala la formation ennemie en haut et au nord. Les 8 pilotes de Corsair accusèrent mot à réception. La doctrine standard disait de maintenir la formation, protéger les bombardiers, laisser l'ennemi venir à vous. Hansen se mit en vol inversé et plongea. Les 7 autres pilotes de Corsair gardèrent leur position avec les bombardiers. Ils avaient déjà vu Hansen faire cela. Ils trancheraient à travers la formation ennemie, perturberaient leur attaque, les forceraient à rompre la formation et à le poursuivre au lieu des bombardiers. C'était tactiquement judicieux. Un chasseur sacrifiant sa position pour disperser 21 attaquants, les éloigner des bombardiers torpilleurs vulnérables. C'était aussi statistiquement suicidaire. Hansen plongeait seul dans une formation 21 fois supérieure en nombre. Les mathématiques du combat disaient mince qu'il serait mort en 90 secondes. Le Corsair accéléra au-delà de 640 km/h en piqué. Hansen choisit sa cible, le zéro de tête dans la formation. Tactique standard, tuer le chef, disperser la formation. À 800 mètres, le pilote japonais le repéra. La formation commença à tourner, trop tard. Hansen avait l'altitude et la vitesse. Le zéro de tête grossissait dans son collimateur. 600 mètres, 500. Le zéro virait sec à gauche, essayant d'esquiver. 400 mètres. Hansen pressa la détente. Les 6 mitrailleuses de calibre 50 ouvrirent le feu. Le schéma de convergence était réglé à 300 mètres. À cette distance, les 6 flux de balles se croiseraient en un seul point. Les traceuses marchèrent dans le fuselage du zéro. Le chasseur frémit. Des morceaux se détachèrent du capot moteur. Une fumée noire s'échappa du moteur. Le zéro bascula et partit en vrille. Un de moins, 20 au restant. Hansen sortit du piquet à 1500 mètres. La vitesse du Corsair le porta à travers la formation japonaise avant qu'il ne puisse réagir. Il inversa sa course et remonta. La formation japonaise s'était brisée. 15 chasseurs viraient pour poursuivre Hansen. 6 continuaient vers les bombardiers. L'objectif tactique était atteint. La formation était dispersée. Les bombardiers avaient un répit. Mais maintenant, Hansen avait 15 chasseurs japonais à ses trousses. Le zéro le plus proche était à 400 mètres derrière lui et se rapprochait.
Le Corsair était plus rapide en vol horizontal, mais Hansen montait. Le 0 montait plus vite, la distance se réduisait. 350 mètres. 300. À 280 mètres, le 0 ouvrit le feu. Des traceuses filèrent devant la verrière de Hansen. Un obus perça le stabilisateur vertical. Un autre toucha l'emplanture de l'aile gauche. Aucun des impacts n'était critique. Hansen poussa la manette des gaz à pleine puissance. Le Pratt & Whitney hurla. Le Corsair produisait chaque once de poussée que le moteur pouvait délivrer, mais il montait toujours. Le 0 se rapprochait toujours. À 240 mètres, Hansen fit un tonneau brusque à droite. Le 0 essaya de suivre, il ne put égaler le taux de roulis. Hansen acheva le tonneau et plongea à nouveau. Le 0 suivit, mais désormais la géométrie avait changé. Le 0 était derrière Hansen, mais n'était plus en position de tir favorable. Hansen plongeait à nouveau, reprenant de la vitesse. La séparation augmenta, 260 mètres, 300. Hansen se stabilisa à 900 mètres d'altitude, tira sur le manche. Le Corsair monta à la verticale, 1200 mètres, 1500, 1800. La vitesse chutait, 480 km/h, 450, 420. Au sommet de la montée, Hansen se mit en vol inversé et regarda en bas. 14 chasseurs japonais étaient en dessous de lui en formation lâche, cherchant. La formation japonaise était dispersée sur 1500 mètres d'altitude. Ils avaient perdu Hansen de vue pendant sa montée verticale. Certains tournaient à 900 mètres, d'autres avaient grimpé à 2000 cents. La discipline tactique s'était effondrée, ils n'étaient plus une formation. Ils étaient des chasseurs individuels, cherchant leur proie. Hansen avait de nouveau l'avantage d'altitude, 2100 mètres au-dessus du groupe le plus bas de chasseurs japonais. En combat aérien, l'altitude c'était la vie. Le pilote avec l'altitude pouvait choisir quand engager, pouvait plonger pour attaquer ou monter pour s'échapper. Il vira à droite et plongea sur le 0 le plus proche. Le pilote japonais ne le vit jamais arriver. Le piqué de Hansen l'amena depuis les 6 heures hautes du 0, l'angle mort. Quand le pilote du 0 détecta la menace, Hansen était à 300 mètres et tirait. Les 6 mitrailleuses de calibre 50 tiraient à un taux combiné de 4800 coups par minute, 80 coups par seconde. À 300 mètres, avec une convergence correcte, ces 80 coups par seconde se concentraient dans un espace plus petit qu'une baignoire. Le 0 se désintégra, l'aile droite se replia vers le haut, le fuselage se brisa en deux, des morceaux dégringolèrent dans le ciel. Aucun parachute n'apparut, 2 de moins, 19 restants. Mais maintenant chaque pilote japonais savait exactement où se trouvait Hansen. Un corsaire solitaire plongeant à travers leur formation, des traceuses convergèrent de 3 directions. Hansen vira sec à gauche. Les forces G l'écrasèrent dans son siège. 4G, 5. Les bords de sa vision devinrent gris. 3-0 le poursuivait. Hansen se stabilisa et accéléra. 640 km/h, 660. Les zéros ne pouvaient pas suivre le rythme. La distance s'ouvrit. 500 mètres, 600. Mais 4 autres zéros montaient pour lui couper la route. Ils avaient anticipé son vecteur de fuite. Hansen les vit à 800 mètres, montant par en dessous et devant. Mouvement de tenaille classique. 3 derrière, 4 devant. 7 chasseurs au total convergeant sur un seul corsaire. Hansen tira dans une montée verticale à nouveau. Le corsaire avait un meilleur rapport puissance-poids que le 0 en dessous de 3000 mètres. Il pouvait les surpasser en montée s'il maintenait sa vitesse. L'altimètre défilait, 2400 mètres, 2700, 3000. Les 4 zéros devant montaient toujours pour intercepter. Ils étaient à 3300 mètres. Hansen était à 3200 et montait. La géométrie se resserrait. 700 mètres, 600, 500. À 450 mètres, les deux formations ouvrirent pour le feu simultanément. Des traceuses remplirent l'espace entre elles. Les obus de Hansen touchera le 0 de tête au moteur. Le chasseur japonais vira à gauche et décrocha, laissant une traînée de fumée. 3 de moins, 18 restants. Mais le tir de riposte des 3 zéros restants devant cousit le corsaire de Hansen. Un obus perça le tableau de bord. Du verre explosa dans le cockpit.
Un autre obus toucha l'aile droite, déchirant un trou de 60 cm dans la surface de contrôle entoilée. Un troisième obus frappa la plaque de blindage derrière le siège de Hansen. La plaque tint. Hansen se mit en vol inversé et plongea à nouveau. Les 3 zéros devant essayèrent de suivre, ne purent égaler son taux de roulis. Il sortit du piquet cap au sud à 630 km/h. La formation japonaise se reformait en dessous de lui. 15 chasseurs, ils avaient abandonné la poursuite dispersée. Maintenant, ils formaient un cercle défensif, tactique japonaise standard, soutien mutuel. Tout attaquant plongeant sur un chasseur se retrouverait immédiatement sous le feu des autres dans le cercle. Hansen monta à 3600 mètres. Il tourna autour de la formation japonaise à distance, évaluant. La frappe des bombardiers sur le port Simpson était terminée. Les TBF Avenger retournaient vers Bougainville. Les 7 autres corsaires de l'escadron de Hansen étaient avec eux. La mission était accomplie. Les bombardiers étaient en sécurité. La doctrine tactique disait que Hansen devait décrocher, rejoindre les bombardiers, les escorter jusqu'à la base. Il avait déjà abattu 3 chasseurs ennemis, perturbé leur attaque, protégé la force de frappe, mais 15 chasseurs japonais étaient toujours en l'air, toujours une menace pour tout appareil américain dans la zone. Hansen vérifia son compteur de munitions. Il avait tiré environ 800 cartouches, 1600 cartouches restantes, assez pour 2 autres engagements prolongés. Il fit basculer le corsaire et plongea vers le cercle japonais. Le cercle défensif japonais tournait dans le sens anti-horaire à 2400 mètres. 15 chasseurs maintenant, un espacement d'environ 200 mètres entre chaque appareil. Doctrine standard de la marine impériale développée en Chine, perfectionnée au-dessus de la Nouvelle-Guinée. Quand un chasseur était attaqué, le chasseur derrière avait immédiatement un tir dégagé sur l'attaquant. Les pilotes américains appelaient de cela le cercle de Lovebury, un piège mortel pour tout chasseur qui s'engageait sur une cible unique. Les mathématiques étaient brutales. Engager un chasseur, se faire tirer dessus par le suivant dans le cercle. Hansen plongea vers le cercle depuis 3600 mètres. 1200 mètres d'avantage d'altitude, la vitesse montant au-delà de 675 km/h. Mais cette fois, il ne visait pas un seul chasseur. Il visait la géométrie du cercle lui-même. À 1000 mètres du cercle, Hansen ajusta son angle de piqué. Au lieu de plonger à travers le cercle perpendiculairement à sa rotation, il plongea en tangente. Son vecteur d'attaque était aligné avec la direction de rotation du cercle. Il traverserait la formation en se déplaçant dans la même direction que les chasseurs japonais, pas contre eux. Le taux de rapprochement relatif chuta de 1280 km/h à moins de 320. À 600 mètres, les pilotes japonais le repérèrent. Le cercle commença à se briser, trop tard. Hansen tirait déjà. Ses 6 mitrailleuses visèrent le zéro le plus proche. Le point de convergence était parfait. Le cockpit du zéro se désintégra, le chasseur se retourna et tomba. 4 de moins, 17 restants. Hansen sortit de son piquet à l'intérieur du cercle. Au lieu de remonter, il se stabilisa et accéléra le long du même trajet que les chasseurs en rotation. Il faisait maintenant partie de leur formation, volant avec eux, pas contre eux. La géométrie tactique s'était inversée. Les chasseurs japonais derrière Hansen, dans le cercle, ne pouvaient pas tirer sans toucher leurs propres appareils devant. Les chasseurs devant ne pouvaient pas faire demi-tour pour engager sans entrer en collision avec les chasseurs derrière eux. Hansen avait 3 secondes avant que la formation ne s'effondre complètement. Il sélectionna le zéro à 200 mètres devant, tira une rafale de 2 secondes. L'aile gauche du zéro se sépara du fuselage. Le chasseur fit un tonneau brusque à droite et partit en vrille, à plat. 5 de moins, 16 restants. Le cercle japonais vola en éclats. Les chasseurs rompirent dans toutes les directions. 3 virèrent à gauche, 4 virèrent à droite. Les 9 restants se dispersèrent verticalement. Le soutien mutuel s'était effondré. La formation était devenue une mêlée, des chasseurs individuels manœuvrant indépendamment. Hansen tira dans un virage ascendant. 2 zéros étaient à ses trousses à 400 mètres, se rapprochant. Il se mit en vol inversé, tira à travers, se remit à l'endroit. Le split S, manœuvre d'évasion standard, mais exécutée à grande vitesse avec une perte d'altitude minimale. Les 2 zéros suivirent.
Ils avaient de meilleures performances en virage, mais un taux de roulis inférieur. La distance se maintint à 350 mètres. Hansen repéra un autre zéro devant. Inconscient de sa présence, il tira depuis 500 mètres. Longue portée, faible probabilité, mais 3 obus touchèrent la section de queue du zéro. Le stabilisateur vertical s'arracha, le zéro partit en lacet incontrôlé et plongea vers l'océan. 6 de moins, 15 restants. Mais maintenant 5 chasseurs japonais avaient formé un groupe lâche derrière Hansen. Pas une formation en bonne et due forme, juste 5 pilotes convergeant sur la même cible. Le zéro de tête était à 300 mètres et tirait. Des traceuses remontèrent le long du côté gauche de Hansen. Un obus toucha le rail de la verrière. Un autre perça le fuselage derrière le cockpit. Un troisième toucha la trappe du train d'atterrissage principal gauche. Hansen sentit le corsaire frémir. Le système hydraulique fuyait. Du fluide rouge ruisselait le long du fuselage. Il poussa la manette des gaz à puissance maximale continue. Pas la puissance d'urgence de combat, pas encore. Il devait préserver le moteur. La jauge de température montait déjà. Le système de refroidissement avait subi des dommages. Les 5-0 poursuivaient. Ils maintenaient la formation maintenant. Une discipline tactique correcte. L'un engageait, tandis que les autres assuraient la couverture. Si Hansen virait pour engager l'attaquant, les autres auraient des tirs dégagés. L'altimètre indiquait 2100 mètres. Hansen descendait. Les zéros le forçaient vers le bas, réduisant son avantage d'altitude. Encore 900 mètres, et ils seraient à leur altitude de combat optimale, 1200 mètres, où la manœuvrabilité supérieure du zéro dominerait. Le zéro de tête tira à nouveau, une longue rafale, 20 obus. Hansen vit les traceuses et rompit sec à droite. Les forces G l'écrasèrent dans son siège. 6G, 7. Sa vision se rétrécit. Le gris s'insinua depuis les bords. Les obus manquèrent, mais maintenant un second zéro était en position de tir. 280 mètres derrière Hansen et en poursuite. Le compteur de munitions indiquait 900 cartouches restantes. Le second zéro tira depuis 280 mètres. Une rafale de 3 secondes. 18 obus. Hansen roula à gauche. Les traceuses passèrent à travers l'espace que son corsaire avait occupé une seconde plus tôt. Il inversa le roulis et tira dans un virage ascendant. Les 5 zéros suivirent. Ils se coordonnaient pas maintenant. L'un attaquait tandis que les autres maintenaient leur position. Quand Hansen manœuvrait pour esquiver, un autre était en position pour tirer. Tactique de poursuite classique. Alterner l'attaque, maintenir une pression constante, forcer la cible à manœuvrer continuellement, drainer l'énergie, réduire la vitesse et l'altitude jusqu'à ce que la cible n'ait plus aucune option. Hansen comprenait la géométrie. Il avait étudié les tactiques japonaises, les avait affrontées 21 fois en 17 jours. La solution n'était pas l'évasion, la solution était l'agressivité. Il tira dans une montée verticale. La vitesse chuta. 500 km/h, 470, 430. Les 5 montèrent avec lui. Ils étaient plus légers. Ils montaient bonne et plus vite. La distance se réduisit. 400 mètres, 350, 300. Au sommet de sa montée, Hansen se mit en vol inversé et tira à travers le virage en hammerhead. Le corsaire resta vertical une demi-seconde, puis bascula nez en bas. Il plongeait maintenant directement sur les 5 zéros en montée. Passe frontale. Taux de rapprochement 1120 km/h. Temps avant position de tir 3 secondes. Les pilotes japonais se dispersèrent. 2 roulèrent à gauche, 2 roulèrent à droite. Un continua à monter droit devant. Ce pilote s'engagea dans l'affrontement frontal, croyant que la manœuvrabilité supérieure de son appareil gagnerait le combat tournoyant après la passe. Hansen tira à 400 mètres. Le mouvement relatif rendait la visée difficile. Les 2 appareils se déplaçaient à grande vitesse sur des vecteurs convergents. Le flux de balles devait anticiper la cible, tenir compte de la déflexion, tenir compte de la chute due à la gravité, tenir compte du taux de montée de la cible. 20 obus touchèrent le moteur du zéro. Le capot explosa. De l'huile aspergea le pare-brise. Le zéro se retourna et plongea, laissant une traînée de fumée noire. 7 de moins, 14 restants. Mais la passe frontale avait coûté à Hansen de l'altitude et de la vitesse. Il était à 1500 mètres et 420 km/h.
Les 4 zéros restants du groupe se reformaient, 2 autres zéros de la formation dispersés les rejoignaient. 6 chasseurs maintenant en poursuite. Hansen se stabilisa et accéléra. La jauge de température du moteur était dans la zone jaune. Pas encore critique, mais en hausse. La fuite de liquide de refroidissement s'aggravait. Du fluide rouge s'écoulait du capot moteur en un brouillard visible. À 515 km/h, Hansen entama une nouvelle montée, mais cette fois, il ne monta pas à la verticale. Il grimpa à 30 degrés, prenant de l'altitude progressivement, préservant son énergie. Les 6 zéros grimpèrent avec lui. Ils maintenaient leur formation désormais. 2 appareils en tête, 4 en file. La paire de tête engagerait le combat. Les appareils en file assureraient la couverture. À 2400 mètres, Hansen effectua un roulis à droite et piqua de nouveau. Les 6 zéros suivirent, mais le piqué de Hansen n'était pas une manœuvre d'évasion. C'était une manœuvre de repositionnement. Il piqua de 300 mètres, puis se remit à l'horizontale et inversa sa course. Il se dirigeait maintenant droit vers les 6 zéros à sa poursuite. Une autre passe frontale, mais cette fois la géométrie était différente. Les zéros étaient disposés en étagement vertical. 2 à 2400 mètres, 2 à 2300, 2 à 2100. Hansen était à 2100 mètres, en palier et en accélération. Il visa la paire la plus basse à 550 mètres. Les 2 zéros ouvrirent le feu. Hansen tira simultanément. Des traçantes remplirent l'espace entre eux. Vitesse de rapprochement, 1090 km/h. Temps avant impact, 2 secondes. Les obus de Hansen touchèrent le zéro de droite à l'emplanture de l'aile. L'aile se replia, le zéro bascula. Les obus du zéro de gauche tracèrent une ligne sur l'aile droite de Hansen. 3 impacts, la toile se déchira, le métal se tordit, le câble de commande de l'aileron céda. 8 abattus, 13 restants, mais l'aileron droit du corsaire était bloqué. Hansen pouvait effectuer un roulis à gauche normalement. Rouler à droite nécessitait une mise en butée complète du manche et produisait une réponse lente. La capacité de roulis de l'appareil était réduite de moitié. Les 5 zéros restants du groupe étaient toujours à sa poursuite. Ils avaient vu les dégâts sur l'aileron. Ils avaient vu la fuite de liquide de refroidissement. Ils savaient que l'appareil de Hansen était blessé. Ils intensifièrent à battre l'attaque. Hansen vérifia son compteur de munitions, 640 coups restants. Assez pour un dernier engagement prolongé, peut-être 2 rafales courtes. La jauge de température moteur atteignit la zone rouge. Le circuit de refroidissement avait perdu trop de fluide. Le moteur surchauffait. Hansen avait 2 choix. Réduire les gaz et laisser les zéros se rapprocher, ou maintenir les gaz et risquer le grippage du moteur. Il maintint les gaz. À 2700 mètres, il effectua un roulis à gauche et piqua vers l'océan. Les zéros suivirent. Ils étaient à 365 mètres et se rapprochaient. Hansen se remit en palier à 600 mètres. La surface de l'océan était bleu foncé en dessous, des moutons blancs marquaient la houle. Les 5 zéros étaient à 320 mètres et se rapprochaient. La jauge de température moteur était bloquée dans la zone rouge. Le Pratt & Whitney fonctionnait en sursis. La fuite de liquide de refroidissement était devenue un flot. Du fluide hydraulique rouge recouvrait le côté droit du fuselage. Le moteur perdait de la puissance. La vitesse maximale était passée de 671 km/h à 628. Les zéros étaient plus rapides maintenant. Ils gagnaient du terrain. À 275 mètres, le zéro de tête ouvrit le feu. Une rafale de 4 secondes, 30 obus. Hansen effectua un roulis à gauche. Mise en butée complète. La seule direction dans laquelle son aileron endommagé répondait rapidement. Les traçantes passèrent derrière lui, mais le roulis lui avait coûté de la vitesse. 580 km/h. 580. Les zéros étaient à 256 mètres maintenant. Hansen entama un virage ascendant. Pas vertical, pas agressif, une spirale défensive, essayant de forcer un dépassement. Les zéros grimpèrent avec lui. Ils avaient l'avantage d'altitude. Ils avaient l'avantage de vitesse. Ils avaient l'avantage du nombre. À 1200 mètres, Hansen inversa le virage, effectua un roulis à gauche de nouveau. Les ailerons endommagés protestèrent en grinçant. Le métal gémit.
Le câble de commande s'effilochait. 2 zéros dépassèrent et passèrent devant le nez de Hansen. Il tira une rafale d'une seconde sur le plus proche. 50 obus. La section arrière du zéro fut déchiquetée. Le chasseur partit en vrille à plat. 9 abattus, 12 restants. Mais la rafale lui avait coûté des munitions. 590 coups restants. La caméra de bord enregistrait tout, mais les images de la caméra de bord nécessitaient une confirmation, des débris, des témoins. Sans confirmation, les victoires devenaient des probables. Les probables ne comptaient pas dans les scores officiels. Les 4 zéros restants du groupe immédiat s'étaient reformés. 2 sur sa gauche, 2 sur sa droite. Formation en tenaille. Piège classique. Si Hansen tournait à gauche, la paire de droite avait un angle de tir. S'il tournait à droite, la paire de gauche avait un angle de tir. S'il continuait tout droit, les deux paires convergeaient. Hansen tira à la verticale de nouveau. La vitesse chuta. 480 km/h, 450, 420. Le corsaire tanguait. Les commandes semblaient molles. L'aileron endommagé affectait l'autorité de contrôle globale. Au sommet de la montée, Hansen se mit en vol inversé et piqua. Mais cette fois, son piqué ne se dirigeait pas vers les zéros. Il se dirigeait vers Bougainville, au sud-est, loin de Rabaul, loin de la zone de combat. La décision tactique était prise. Il ne pouvait pas poursuivre l'engagement. L'appareil était trop endommagé. Le moteur lâchait. Les munitions étaient presque épuisées. Continuer le combat signifiait une mort certaine. Les 4 zéros le poursuivirent, mais le piqué de Hansen lui avait donné de la distance, 365 mètres, 410, 455. À 550 mètres, les zéros abandonnèrent Nalas poursuite. Ils firent demi-tour vers Rabaul. La doctrine japonaise ne favorisait pas les poursuites prolongées, le carburant était limité. La base était derrière eux. Poursuivre un seul corsaire endommagé vers le sud-est était tactiquement absurde. Hansen maintint son cap au sud-est, vitesse 547 km/h, altitude 900 mètres, distance jusqu'à Bougainville, 140 km. Temps de vol à la vitesse actuelle, 15 minutes. La jauge de température moteur restait dans la zone rouge. L'aiguille était collée contre la valeur maximale. La pression d'huile chutait, 4,9 bars, 4,5, 4,1. La pression de fonctionnement normale était de 5,9 bars. À 3,8 bars, le moteur gripperait, les bielles casseraient, les pistons se bloqueraient, l'hélice s'arrêterait. L'appareil deviendrait un planeur avec un taux de planer de 30 pour 1. Depuis 900 mètres, cela signifiait 5 km de distance de planer, pas assez pour atteindre Bougainville. Hansen réduisit légèrement les gaz, la température moteur baissa de 2 degrés, la pression d'huile se stabilisa à 4 bars. Ni en hausse, ni en baisse, stable. La vitesse chuta à 500 km/h. Le temps de vol augmenta à 17 minutes. La pression d'huile se maintint à 4 bars. En dessous, l'océan était vide. Pas de navire, pas de bâtiment de sauvetage, pas d'avion allié. Si le moteur lâchait, Hansen amérirait en pleine mer. Le canot de sauvetage en caoutchouc était toujours dans son compartiment derrière le siège. La radio de survie fonctionnait, mais la position américaine la plus proche était Bougainville, à 137 km devant lui. Il vérifia la jauge de carburant. 340 litres restants. Le taux de consommation à gaz réduit était de 151 litres par heure. Temps de vol jusqu'à Bougainville à la vitesse actuelle, 17 minutes. Carburant nécessaire, 42 litres. Marge, 299 litres. Le carburant était suffisant. Le moteur était le problème. À 16 km de Bougainville, la pression d'huile recommença à chuter. 4 bars, 3,9, 3,7. Le moteur lâchait, les paliers tournaient à sec. Le métal grinçait contre le métal. Hansen pouvait voir la côte de Bougainville devant lui. Jungle verte, plage blanche. Le terrain d'aviation de Pivanor était visible. La piste, les aires de dispersion, la sécurité. La pression d'huile atteignit 3,4 bars. Le moteur se mit à cogner. Un martèlement profond et rythmique. Le cylindre numéro 4 lâchait. À 8 km de Pivanor, Hansen émit sur la fréquence d'urgence. Sa transmission fut brève. Appareil endommagé, moteur en panne, demande atterrissage prioritaire. La tour accusa réception immédiatement. La pression d'huile indiquait 2,9 bars. Le moteur cognait violemment maintenant.
Plusieurs cylindres avaient des ratés. L'hélice tournait de manière irrégulière. Tout le fuselage vibrait. Hansen sortit son train d'atterrissage manuellement. Le système hydraulique avait complètement lâché. Il tira la poignée de sortie de secours du train. 3 voyants verts apparurent sur le tableau de bord. Les 3 trains d'atterrissage étaient verrouillés en position basse. La panne hydraulique n'avait pas affecté le système mécanique de secours. Il franchit la côte à 300 mètres. Le terrain d'aviation était à 3 km devant. La piste était visible. Les camions de pompiers roulaient déjà vers le seuil d'approche. Procédure standard pour les appareils endommagés. La pression d'huile chuta à 2,6 bars, le moteur grippa, l'hélice s'arrêta, le martèlement cessa, le corsaire devint un planeur. Taux de descente, 4 mètres par seconde. Distance jusqu'au seuil de piste, 1 km 600. Altitude, 275 mètres. Temps avant impact, 67 secondes. Hansen ajusta sa trajectoire de planer. Les mathématiques étaient simples. Trop pentu et il se poserait trop court. Trop plat et il dépasserait la piste. La marge était inférieure à 2 degrés. À 150 mètres, il était aligné avec l'axe central de la piste. Taux de descente, 3,5 mètres par seconde. Vitesse, 177 km/h. La vitesse de décrochage du Corsair était de 140 km/h train sorti. Il avait 37 km/h de marge. À 60 mètres, l'approche était stable. À 30 mètres, Hansen tira légèrement le manche vers lui, arrondit la descente. Le train principal toucha le sol 43 mètres après le seuil. Parfait. La roulette de queue se posa. Le Corsair roula jusqu'à l'arrêt 244 mètres plus loin sur la piste. Les camions de pompiers encerclèrent l'appareil. Le personnel au sol se rua dessus. Hansen coupa tous les systèmes et descendit de l'appareil. Le Corsair avait l'air d'avoir traversé un broyeur à métal. 47 impacts de balles. L'aileron droit ne tenait plus que par 2 câbles. L'aile gauche avait une section d'1 mètre de toile complètement arrachée. Le capot moteur était noirci et fissuré. De l'huile recouvrait tout le côté droit du fuselage. Le stabilisateur vertical avait 6 trous. Le gouvernail en avait 4 de plus. Le personnel au sol compta les trous, photographia les dégâts, marqua chaque point d'impact à la craie, procédure standard pour les appareils endommagés. Les photographies seraient versées au registre de maintenance. L'évaluation des dommages déterminerait si l'appareil pouvait être réparé ou serait déclaré irréparable. L'officier de renseignement arriva avec un bloc-notes. Il interrogea Hansen sur la ligne de vol. Procédure de débriefing standard. Combien d'appareils ennemis rencontrés? Combien engagés? Combien détruits? Combien probables? Combien endommagés? Hansen rapporta 9 appareils ennemis détruits. L'officier de renseignement enregistra la revendication, mais les revendications nécessitaient une confirmation. Images de caméras de bord, témoignages, rapports de débris. Sans confirmation, les revendications devenaient déprobables. Les 7 autres pilotes de Corsair de la mission étaient rentrés 30 minutes plus tôt. Ils fournirent des déclarations de témoins. Ils avaient vu Hansen piquer dans la formation japonaise, l'avaient vu disperser l'attaque, avaient vu plusieurs chasseurs ennemis tomber, mais ils ne pouvaient pas fournir de décomptes exacts. L'engagement avait été trop chaotique, trop rapide, trop éloigné. Les images de la caméra de bord furent examinées dans l'après-midi. Le film montrait 3 victoires confirmées, des images claires, une destruction certaine, aucune ambiguïté, 3 appareils ennemis détruits par les tirs du Corsair de Hansen. Le renseignement recoupait les images de la caméra de bord avec les déclarations des témoins et les interceptions radio japonaises. Le bilan final, 4 victoires confirmées, 2 Mitsubishi, A6M0, 2 Nakajima, Ki-44 Tojo. Les 5 autres revendications furent des rétrogradées en probable, victoires possibles, mais non confirmées. 4 victoires confirmées portèrent le total de Hansen à 25. Il était désormais à égalité avec le capitaine Joseph Foss et le major Gregory Boyington pour le score le plus élevé parmi les pilotes actifs du corps des Marines dans le théâtre du Pacifique. Une victoire derrière le record de la Première Guerre mondiale du capitaine Eddie Rickenbacker de 26. Les correspondants de guerre arrivèrent ce soir-là. Ils voulaient des interviews, voulaient des photographies, voulaient l'histoire du pilote de Corsair solitaire qui avait engagé 21 chasseurs japonais et survécu.
l'Associated Press publia un article. United Press International en publia un autre. Le lendemain matin, le nom de Robert Hansen était dans les journaux à travers les États-Unis. L'escadron organisa une célébration informelle ce soir-là. 25 victoires confirmées en 6 mois de combat. Les autres pilotes l'appelaient le pilote de chasse le plus redoutable du Pacifique Sud allié. Le major Owens lui remit un certificat officieux, pilote de corsaire le mieux classé du théâtre d'opération. Mais le major Owens prit aussi Hansen à part, lui rappela qu'il devait être rapatrié dans 9 jours. Le 10 février, transport maritime vers Pearl Harbor, puis retour au pays. La période de service était terminée. Plus de missions, plus de combats. Le moment était venu de rentrer et de former de nouveaux pilotes. Hansen accusa réception de l'ordre, remercia le major Owens, retourna à sa tente. 3 jours plus tard, le 3 février, Hansen se porta volontaire pour une mission sur Rabaul. Le 3 février 1944 commença avec un ciel dégagé au-dessus de Bougainville. Le briefing de mission était routinier. 8F, 4U. Corsair escorterait 18 bombardiers, torpilleurs T, B et CF. Avenger jusqu'au terrain d'aviation de Tobera, près de Rabaul, frapperait la piste, détruirait les appareils au sol et rentrerait à la base. Hansen n'était pas prévu pour voler. Sa période de service était terminée. Il était censé être en cours de démobilisation, faire ses bagages, se préparer pour le transport maritime qui partirait dans 7 jours. Mais l'un des pilotes prévus avait développé de graves problèmes d'estomac pendant la nuit, une intoxication alimentaire. L'escadron avait besoin d'un remplaçant. Hansen se porta volontaire. Le major Owens tenta de refuser. Il dit à Hansen qu'il en avait assez fait. 25 victoires confirmées. Médaille d'honneur en cours d'attribution. Navy Cross décerné. Le moment était venu de rentrer. Hansen insista. L'escadron avait un pilote en moins. Il était disponible. Il était qualifié. La mission nécessitait 8 corsaires. Il volerait. Le major Owens autorisa la mission. Le numéro de série 56039 avait été réparé, le moteur remplacé, l'aileron réparé, les trous de balles colmatés. Le corsaire était de nouveau en état de vol. À 7h20, la formation décolla de Pivanor. La route était familière. Nord-est à travers le détroit de Bougainville, nord en passant la Nouvelle-Irlande, approche finale par le sud-est. Les bombardiers frapperaient à 9h. La frappe se déroula parfaitement. Les Avengers larguèrent leurs bombes sur le terrain d'aviation de Tobera. Des explosions secondaires indiquèrent des impacts sur les dépôts de carburant. L'escorte de corsaires engagea 15 chasseurs japonais. 3 appareils ennemis furent abattus. Aucune perte américaine. La formation vira au sud-est pour le vol de retour. La route du retour passerait par le cap Saint-Georges, la pointe sud de la Nouvelle-Irlande. Un phare proéminent se dressait sur le cap. Le renseignement japonais l'utilisait comme poste d'observation. Des batteries anti-aériennes entouraient la position. Des installations radars parsemaient le flanc de la colline. Alors que la formation passait au-dessus de la baie de Kabanga, Hansen quitta la formation. Il piqua vers le cap Saint-Georges. Le phare était visible en dessous. Tour blanche, sommet noir, cible claire. Les autres pilotes le virent de partir, appelèrent par radio. Hansen ne répondit pas. Il était engagé dans l'attaque. À 300 mètres d'altitude, Hansen ouvrit le feu. Les mitrailleuses de calibre 12,7 criblèrent le phare. Des éclats de pierre explosèrent de la tour. Les vitres volèrent en éclats. Les batteries anti-aériennes japonaises répondirent immédiatement. Canons de 25 mm, canons de 40 mm. Des tirs de traçantes remplirent le ciel. Hansen ressourça du passage en rase-motte. Son aile droite toucha l'eau. L'impact fut catastrophique. L'aile se détacha du fuselage. Le corsaire fit la roue. Hansen tenta de stabiliser l'appareil. L'aile restante générait de la portance. Le corsaire grimpa brièvement, 15 mètres, 30 mètres. Puis le carburant dans l'aile arrachée s'enflamma. Une boule de feu massive. L'onde de choc frappa le cockpit. La verrière vola en éclats. Le fuselage se tordit. Pendant une seconde, il sembla que Hansen pourrait exécuter un amérissage contrôlé. Le corsaire était presque à l'horizontale. Le taux de descente diminuait.
puis l'appareil partit en tonneau brusque inversé et percuta l'océan à 225 km/h. Le corsaire se désintégra à l'impact. Des débris se dispersèrent sur 200 mètres de surface océanique. Le fuselage coula immédiatement. Aucun parachute n'apparut. Aucun canot de sauvetage ne se déploya. Aucune transmission radio de survie. Le Major Owens tourna au-dessus du site du crash pendant 15 minutes. Il ne vit que des débris et une nappe de pétrole. L'entrée du journal de guerre du CPMF 215 pour le 3 février fut brève. Le lieutenant Hansen n'est pas revenu de cette sortie. Robert Murray Hansen avait 23 ans. Un jour avant son 24e anniversaire, 7 jours avant son retour prévu aux États-Unis, il fut promu à titre posthume au grade de capitaine, décoré de la médaille d'honneur, de la Navy Cross, de la médaille de l'air. Son nom fut inscrit sur le mur des disparus au cimetière américain de Manille. Un destroyer, l'USS Hansen, fut mis en service en son honneur en 1945. En 1968, l'Association de l'aviation du corps des Marines créa le prix Robert M. Hansen, décerné chaque année au meilleur escadron de chasse-attaque des Marines. Le prix existe toujours aujourd'hui. Le palmarès officiel de Hansen s'élève à 25 victoires confirmées, le deuxième pilote de chasse des Marines le mieux classé de la Seconde Guerre mondiale, le meilleur pilote de F-4U Corsair de l'histoire. Mais les 4 victoires du 30 janvier ne furent jamais pleinement confirmées. Les images de la caméra de bord étaient incomplètes. Les déclarations des témoins étaient ambiguës. Les rapports de renseignement étaient peu concluants. Certains historiens pensent que son total réel était plus élevé. Peut-être 27, peut-être 29. Le nombre exact ne sera jamais connu. Ce que l'on sait, c'est ceci. Le 30 janvier 1944, un pilote des Marines dans un seul F-4U Corsair engagea 21 chasseurs japonais au-dessus de Rabaul. Il dispersa leur formation, protégea 18 bombardiers torpilleurs, abattit au moins 4 appareils ennemis, rentra à la base avec un moteur défaillant et 47 impacts de balles. 4 jours plus tard, il était mort. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a touchés, rendez-nous un service. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Chaque « J'aime » dit à YouTube de montrer cette histoire à plus de gens. Appuyez sur « S'abonner » et activez les notifications. Nous sauvons des histoires oubliées d'archives poussiéreuses chaque jour. Des histoires de pilotes qui se sont battus seuls au-dessus des eaux du Pacifique. De vraies personnes, un vrai courage, un vrai sacrifice. Laissez un commentaire maintenant et dites-nous d'où vous regardez. Regardez-vous depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie? Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas qu'un simple spectateur, vous contribuez à maintenir ces mémoires vivantes. Dites-nous où vous êtes, dites-nous si quelqu'un dans votre famille a servi. Faites-nous simplement savoir que vous êtes là. Merci d'avoir regardé et merci de vous assurer que Robert Hansen ne disparaisse pas dans le silence. Ces hommes méritent qu'on se souvienne d'eux et vous contribuez à ce que cela se fasse.